de Jean-Paul Jouary est très éclairant sur la façon qu'il a de présenter un livre. Alors, c'est un philosophe de notre génération, né en 1948, agrégé en 1972, qui a enseigné dans plusieurs universités, à Rouen, à Fontenay, à l'Université de Picardie, qui ensuite a pris un poste de chaire supérieure à Éluard, à Paul Éluard, et ensuite à Claude Monet. Alors, de façon un petit peu étonnante, il a un parcours aussi de militant politique. Il a été membre du PCF, il a fait partie du mouvement Attaque, et il a aussi été conseiller du ministre Fitterman de 1981 à 1984. C'était sous le gouvernement de Mitterrand. Alors, troisième volet de sa personnalité, de son implication, c'est une implication plus culturelle. Il s'intéresse à l'art pariétal et il a construit toute une réflexion sur le paléolithique. Il est responsable du Centre international d'art pariétal à Lascaux, donc c'est un centre qui a ouvert en 2016, et il est commissaire d'une exposition consacrée à l'art contemporain, mais inspiré de l'art primitif. Et ça, c'est un travail en lien avec l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, donc il fait des allers-retours avec la Côte d'Ivoire. Dernière chose, alors pour ce qui est de ses publications, il a participé à des revues militantes comme Révolution ou l'Union rationaliste, c'est deux choses opposées. Et sinon, eh bien, c'est un auteur qui est plutôt vulgarisateur de la philosophie moderne, disons du XVIIIe siècle et contemporain. Alors, il a fait au moins plus de 23 ouvrages. Je voudrais vous en citer juste quelques-uns. Diderot philosophe, Rousseau citoyen du futur, l'art paléolithique, réflexion philosophique, Mandela, une philosophie en acte, un manuel de philosophie populaire et vivre et penser dans l'incertitude. Alors venons-en à l'ouvrage lui-même. Alors le projet de ce livre est tout à fait simple mais ambitieux, puisqu'il s'agit de présenter les concepts de base de la démocratie. Alors c'est un livre essentiellement, comme le titre l'indique, sur le langage. Et il s'agit pour lui de lever les confusions dans lesquelles sont empêtrées les démocraties occidentales. Alors tous les avatars que nous rencontrons, le désintérêt des citoyens, la défiance à l'égard des élus, le déclin de la loi, etc., etc., tous ces phénomènes résultent, selon lui, d'une carence conceptuelle et du fait qu'on sous-estime les institutions de partage de la parole dans la démocratie et on sous-estime le débat public. Et c'est de là que vient le titre énigmatique de ce livre. La parole du mille-pattes, ça fait référence à une tradition africaine de la parole. Le mille-pattes qui traverse un champ de fourmis, qui a donc peu de chances de s'en sortir, à moins de développer un super langage, de pouvoir négocier son passage. Alors donc cette parole, c'est à la fois quelque chose de difficile, c'est un défi. Et ce défi se trouve dans dans beaucoup de civilisations ancestrales. On trouve ça sous des appellations différentes. Le même système en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Burkina Faso, mais aussi en Mélanésie, en Indonésie, en Nouvelle-Calédonie et dans le Nord Arctique. C'est donc cette pratique du dialogue et de la conciliation, c'est une pratique à la fois universelle et antérieure à la démocratie. Alors, là où il s'arrête beaucoup, c'est qu'elle est opératoire. Alors, il a fait un livre là-dessus, entièrement. Elle est opératoire en Afrique du Sud, vous savez, quand Mandela a pris le pouvoir. Et, dit-il, elle est désormais le moyen de résoudre notre crise démocratique. Voilà donc le message de ce livre. Alors, c'est un livre qui est facile à lire. C'est un livre, oui, je peux dire, de vulgarisation. Il n'y a pas de convention universitaire, choses comme ça.
En même temps, c'est un livre très documenté sur la philosophie politique, l'histoire, l'ethnologie. Et donc, la chair de ce livre, c'est principalement des exemples dans tous ces domaines de la science. Alors, il comporte 6 chapitres: l'essence du politique, le rapport au passé, la loi, le rapport à l'avenir, le pouvoir et le rapport à l'homme. Alors, dans le premier chapitre, Johari montre comment la question politique se heurte à l'obstacle du langage. Parce que nous naissons dans le langage, nous avons un sens intuitif des mots, et alors dès que nous cherchons à approfondir ou à questionner ces mots, eh bien, ces questions se transforment brutalement en énigmes. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la citoyenneté? Eh bien, on est toujours embarrassé pour dire de quoi il s'agit. Arrêtons-nous sur ce terme. La notion de citoyenneté. Alors, si on regarde ce qu'est la citoyenneté, eh bien, c'est un mot, c'est un concept qui n'échappe pas à son histoire. Si on prend les civilisations holistes, les sociétés primaires, eh bien, l'individu est tellement enfermé dans la communauté que la notion de citoyenneté n'a presque pas de sens. On ne peut pas en parler. Cette notion, elle s'esquisse déjà à partir de l'esclavage, quand on doit distinguer les esclaves des non-esclaves. Un non-esclave, c'est déjà quelqu'un de libre, c'est déjà quelqu'un qui peut se dire citoyen. En tout cas, c'est la première forme. Et puis après, l'idée vient, dans la cité grecque, de participer aux affaires de la cité. Et à ce moment-là, ne pas être exclu de ces affaires, c'est être citoyen. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Pour ne pas aller beaucoup plus loin, eh bien, la citoyenneté se résume à 4 critères: obéir aux lois, voter aux élections, payer ses impôts et, de façon facultative, satisfaire aux obligations militaires. Mais si on réduit la citoyenneté à ces 4 critères, on voit bien qu'il n'y a pas de sens, on ne voit pas ce qui fonde ces 4 critères. Alors c'est pourquoi il faut revenir au concept. Alors, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Eh bien, on le sait depuis Platon, c'est articuler 2 niveaux. Le niveau de l'individu, avec ses besoins, ses particularités, ses intérêts, et d'autre part, la société, qui est composée d'individus différents, avec des échanges, des biens, des services. Nous convenons de règles, mais on voit bien qu'il y a ces deux logiques. D'une part, une logique individuelle, et ça, je sais ce que c'est, parce que je sais qu'est-ce qui est bien pour moi, et puis une logique des choses communes, c'est-à-dire ce qui est bon pour nous. Et alors là, c'est plus difficile à concevoir. Plus difficile, et ça revient à la citoyenneté, comme le dit Rousseau, ça revient à raisonner dans le silence de la passion. Donc le conflit de la citoyenneté, c'est un conflit intérieur entre moi et nous. Et jusqu'où peut aller ce conflit? Et on sait qu'il y a des tentations naturelles à tricher aux impôts, à contourner les règles, à rechercher des avantages indus. Du coup, la citoyenneté paraît très fragile. La seule condition de maintenir ce concept, c'est de faire une claire distinction entre ce qui relève de ma personne et ce qui relève de la communauté. C'est là la première difficulté de la citoyenneté. À cela s'en ajoutent 2 autres. La première est d'élucider ce que recouvre l'intérêt général. Qui en juge? Est-ce que je peux y contribuer? Est-ce que élire des représentants, c'est pas déjà abandonner la citoyenneté? Sans parler de la paresse naturelle à négliger les affaires de la cité. La deuxième difficulté, c'est de s'arracher au passé. Parce que ce qui nous détermine, c'est la langue. C'est notre façon de penser, c'est nos croyances, notre culture. Et comme le dit Jean-Paul Johari, chez moi, le passé est chez lui. C'est ce qui fait de la citoyenneté un combat entre un futur dont je suis porteur et un passé qui me guide à mon insu. Je pose des questions d'avenir, mais le plus souvent dans le langage du passé. Et paradoxalement, c'est en puisant dans ce passé, en mobilisant des siècles de réflexion et d'expérience politique que je peux espérer sortir de la crise et fonder une authentique qualité de réflexion
et de nouveaux projets d'avenir concernant la citoyenneté. Voilà le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, alors, Jouhari dépasse ce paradoxe en montrant que la démocratie n'est pas du tout une invention moderne, née de l'Europe occidentale. C'est un idéal qui est à la fois universel et qui a une longue histoire et qui relève de multiples formes. On peut définir la démocratie de cette façon. La démocratie est démocratique, tout système social dans lequel les décisions qui engagent la collectivité sont prises par cette collectivité après un libre débat. Le dernier exemple de cette mise en œuvre de la démocratie, c'est l'Afrique du Sud de Mandela, après la chute de l'apartheid, quand il instaure un régime de conciliation enraciné dans des pratiques ancestrales, mais conformes aux attentes de la société d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à conclure que Rousseau avait peut-être raison, car il a ouvert le champ de l'action politique, montré que le contrat social ne consiste pas à transférer le pouvoir de diriger, mais à donner les moyens d'appliquer les décisions du peuple. Et en citant Pline, il dit « Si nous avons un prince, c'est pour nous préserver d'avoir un maître. » La question politique, c'est la préservation de la liberté de tous et non son transfert. À partir de cette idée, on va pouvoir décliner d'autres concepts, comme définir la loi, envisager l'avenir en démocratie, cerner le périmètre du pouvoir, reconnaître la dignité politique de l'homme. Et c'est ce que l'auteur aborde dans les différents chapitres. Venons-en à la loi. Alors la loi, elle est à la fois incontournable. Dans toute société, il y a des lois et on ne peut pas vivre sans loi. Mais la loi, c'est une contrainte. Personne n'est juste de son plein gré. Et la loi, c'est la seule façon de résoudre l'antinomie qu'on a soulignée tout à l'heure entre l'individu et le citoyen. Et la loi se transmet de deux façons. Par l'éducation qui tempère le principe de plaisir et le principe de réalité. Et de ce fait, l'éducation, c'est la première brique du politique. Et c'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'éducation libérale ni permissive. Deuxième façon de transmettre la loi, c'est par les institutions. Et l'objet de ces institutions, c'est de formuler la nature des contraintes légales. Mais autant la loi est nécessaire, autant elle doit être encadrée. C'est le principe de la démocratie. Alors, pour être encadrée, eh bien, il faut que la loi réponde à quatre problèmes. Premièrement, le problème de sa validité. La loi doit répondre à une exigence de justice et d'égalité. Chaque citoyen doit être logé à la même enseigne. Deuxième problème, la pertinence. Il faut que la loi soit légitime, il faut qu'elle vienne de l'État et qu'elle soit au service du citoyen. Et c'est pourquoi elle implique le contrôle du citoyen. Comme le rappelle Rousseau, encore une fois, sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens, l'État est proche de sa ruine. Voilà ce que dit Rousseau. Troisième problème de la loi, celui de ses limites. Il faut limiter la liberté, et en particulier la limiter au domaine économique. Quand la monnaie et la finance deviennent des faits en soi, il y a des risques d'accumulation de richesses et des dominations inacceptables. La loi doit donc juguler la violence néolibérale et placer le bien public au-dessus des intérêts privés. Il y va de la dignité de l'homme comme fin et non comme moyen d'y récolte. Quatrième passage de la loi, c'est celui de la sanction, quand il y a transgression. On ne peut pas éviter la sanction. Mais il n'est pas nécessaire de punir quand il y a transgression. Parce que, explique l'auteur, la punition fait mauvais ménage avec la justice, au risque de confondre justice et vengeance. Là où la punition fonctionne avec le passé, il serait plus sage, comme le Milpad, d'envisager le passage vers l'avenir et d'envisager plutôt la sanction en vue d'une fraternisation, en vue de l'égalité, en vue de la réciprocité. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais s'il en est ainsi, évidemment, ça nous amène à réviser
toute la philosophie de notre système carcéral. Alors après la loi, 4e chapitre, c'est la question de l'action politique. Comment agir dans le présent en se projetant dans l'avenir? Puisque toute politique, c'est penser l'avenir. Et donc, la politique, c'est s'arracher du passé, c'est aussi s'émanciper du présent. Alors le risque est grand de vouloir programmer l'avenir. Or, l'avenir, dit-il, est imprévisible et indéterminé. Donc, la première chose à faire, c'est de se défaire de l'illusion théorique, car, dit-il, aucune théorie, aucune utopie n'a jamais accouché d'aucune société. Seuls les hommes font l'histoire, et l'histoire, c'est celle des crises et des grands mouvements collectifs, et c'est à partir de là que s'enclenchent des processus de l'action politique. Et cette action politique, elle se déroule en 3 moments. Saisir l'opportunité de la crise, dégager un projet, passer de l'action de la crise à l'action institutionnelle. Alors la crise, elle n'est jamais préméditée, elle surgit quand s'exprime collectivement un refus de quelque chose qui est vécu comme insupportable. En exemple, la révolte des esclaves dans l'Antiquité, les révoltes paysannes au Moyen-Âge, la Révolution française, etc. Tous ces mouvements, à la fois rares et énigmatiques, réveillent des idées infusées dans la société par des penseurs, soit des penseurs de l'égalité, soit des penseurs de l'émancipation. En gros, il y a 2 sortes d'idées, celles qui concernent le partage des richesses et celles qui concernent la liberté individuelle. Puis vient un deuxième temps, qui est le temps du projet. Alors le projet, il met toujours en tension des partisans du statu quo, qui pensent que c'est comme ça qu'il faut continuer, et puis les partisans de la rupture, ceux qui ouvrent un autre imaginaire, l'espérance d'un désir et d'une autre vie sociale possible. Dès lors, le projet est amené à choisir entre 2 optiques, ou un projet platonicien, c'est-à-dire le gouvernement des élites, on laisse faire ceux qui savent, ou alors un projet strictement démocratique, c'est-à-dire qui entend garder la maîtrise de la volonté du peuple. Enfin vient le 3e temps, qui est le plus difficile, le passage des idées à l'action. C'est le moment le plus délicat. Il s'agit de passer de la violence à une société pacifiée, de transformer des rapports de force en rapports de droit. Et pour ce faire, il y a plusieurs hypothèses. Soit on attend que le changement se fasse de lui-même, ce qui est aléatoire. Soit on s'engage dans des procédures de contrainte, c'est l'optique totalitaire, comme Blanqui, par exemple, qui dit « Le chemin de la vérité est dans le sang, l'espérance réside dans l'épée ». Et 3e voie, celle que préconise Johari, c'est celle qui consiste à conjuguer le présent au futur, c'est-à-dire s'appuyer sur l'émancipation et les mobilisations des citoyens pour construire des institutions actuelles. L'avenir n'est pas écrit dans les livres, dit-il, il s'écrit à travers des mouvements de lutte sociale, comme par exemple les mouvements féministes, les mouvements écologiques, etc. Et en ajoutant une dernière remarque, c'est que l'avenir n'est plus seulement social, comme on l'a vu pendant longtemps, mais il est également civilisationnel, car on ne peut plus occulter des responsabilités nouvelles du politique qui sont liées à l'épuisement des ressources, à la dégradation de l'environnement, les menaces technologiques invasives, les risques de déstabilisation financière de l'État, etc., etc. Tels sont les enjeux du citoyen du futur. Alors reste à aborder un dernier point, c'est la question du pouvoir. Le pouvoir, c'est la force légitime qui est consentie à l'État, sans laquelle il n'y a pas d'État. Le problème du pouvoir devient de confondre la force de l'État avec l'état de la force. Par exemple, quand on prend des mesures d'état d'urgence, etc. Ou quand l'État prend des mesures abusives. Alors pour Johari, la question du pouvoir se décline en 3 questions, 3 sous-questions. Le pouvoir est-il toujours d'en haut? Le gouvernement peut-il diriger?
Et peut-on représenter le peuple? Pour la première question, le pouvoir est-il toujours d'en haut? La réponse est non. Car il faut que les dominés intériorisent l'idée d'obéir, mais cela ne peut se faire que si l'autorité est légitime. Et le pouvoir s'exerce toujours sur des sujets libres, en tant qu'ils sont libres. Donc il y a toujours moyen de renverser le pouvoir. La deuxième question, le gouvernement peut-il diriger? La réponse est également non. Le gouvernement peut gouverner, mais pas diriger. C'est pas la même chose. Alors gouverner, on a l'image du bateau et de celui qui tient le gouvernail. Il tient le gouvernail, il suit une direction qui est donnée préalablement par le peuple après délibération. Diriger, c'est définir le cap, et seul le peuple peut définir le cap. Cette distinction fondatrice en démocratie, c'est à peu près perdu. Elle modifie le débat public, et par conséquent, c'est ce qui fait qu'on cherche toujours un dirigeant mythique, providentiel. Troisième question, est-ce qu'on peut représenter le peuple? Et la question est encore non. Pourquoi? Parce que représenter, c'est une notion confuse qui s'apparente à la même confusion qu'il y a entre gouverner et diriger. Alors on peut donner donc deux sens du sens de gouverner, de représenter, pardon. Représenter, c'est agir à la place d'eux. Par exemple, l'enfant. Par exemple, la personne qui n'a plus son discernement. Dans un cas, c'est le parent d'élève. Dans l'autre cas, c'est le tuteur. Ces personnes agissent en tant que la personne représentée est incapable ou irresponsable. Cela revient à diriger à la place du peuple. Et par conséquent, on sort de la démocratie. Le seul sens possible, ce deuxième sens, c'est rendre présent ce qui est absent. Comme par exemple le représentant de commerce ou l'ambassadeur. Représenter, à ce moment-là, c'est agir au nom de quelqu'un dans le cadre d'une mission identifiée et à laquelle on doit rendre des comptes. Et dans ce cas, représenter rejoint l'idée de gouverner. Mais cela ne dissout pas la difficulté pour autant, car la question est comment? Et comment se donner des chefs qui défendent les libertés des citoyens? Comment se donner des lois sans perdre sa liberté? Et donc l'idée, ce serait d'articuler la volonté de tous, l'ensemble des volontés individuelles égoïstes et divergentes, avec la volonté générale, ce que le peuple devrait vouloir pour le bien de la communauté politique. Cette idée, c'est de coordonner un pôle démocratique et un pôle républicain au moyen de deux choses. D'une part, des institutions de débat, d'autre part, des institutions éducatives, institutions en capacité de susciter des dynamiques citoyennes, de former le sens critique des citoyens. En un mot, représenter n'est possible que dans le cas d'un débat public permanent. Alors cet idéal, quasi introuvable, sauf dans les cantons suisses, est peut-être aporétique aussi. Cet idéal reste quand même, souligne l'auteur, le fondement dialogique de la démocratie, et ce qui fait en même temps un défi. Un défi dans le fond, l'exigence du MIPAD de trouver une parole aussi nécessaire qu'elle est difficile à l'extrême, et sur la forme, l'exigence de multiplier et d'inventer des institutions du débat public dans tous les domaines de la décision politique. Dans le dernier chapitre, l'auteur met à l'épreuve cette conclusion et ce faisant, il fait l'apologie du lien dialogique qui fonde la démocratie et il nous suggère trois attitudes et trois etc. La première attitude, ce serait de dépasser les alternatives hémiplégiques du genre Platon ou Aristote, Descartes ou Spinoza, Hegel ou Marx, Kant ou Nietzsche, etc. La deuxième attitude, ce serait de renoncer aux qualificatifs simplistes, simplificateurs, souvent polémiques, du genre Platon totalitaire, Rousseau stalinien, Kant collabo, etc. Et troisième attitude, ce serait de profiter de notre héritage philosophique pour appréhender toute la complexité
et toute la multiplicité des figures du citoyen. Et il donne 10 formules. Je vous les donne telles quelles. Le citoyen amical et heureux d'Aristote, le citoyen provocateur de Diogène, le citoyen prudent d'Épicure, le citoyen raisonnable et sensible de Rousseau, le citoyen par-delà le bien et le mal de Diderot, le citoyen moral de Kant, le citoyen universel de Hegel, le citoyen créateur d'histoire de Marx ou de Sartre, le citoyen révélateur de pouvoir de Foucault, le citoyen joyeux de Spinoza, etc., etc. Aussi divergentes soient-elles, toutes ces pensées doivent pouvoir cohabiter dans le monde de la démocratie, car toutes, d'une manière ou d'une autre, s'offrent d'équilibrer ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour la société. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas dire que on peut l'appliquer au monde d'aujourd'hui parce qu'il est tellement général et tellement vague finalement, et en même temps je trouve que c'est un petit peu déroutant, c'est la complète l'absence totale de sens historique du point de vue de la question politique. Après tout, même lui suppose que on oppose par exemple l'État et la société. Hein, dans la cité antique, la cité antique, ce qu'on appelle politique, ça vient de polis, hein, donc polis en grec, politiké, ça vient de la cité grecque, et dans la cité grecque, il n'y a pas la séparation de l'Église et de la société et de l'État, pas plus que de l'Église et de l'État. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est mieux, on peut mieux comprendre à la fois l'histoire de nos institutions et la situation actuelle, sans faire de la démocratie une idée aussi universelle que de l'attribuer au système d'échange de paroles ou de moments de parole dans les sociétés primitives. Hein, ça peut être, il me semble, oui, ça peut être agréable d'en parler en général, oui, on valorise la liberté, etc. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Et là, il me semble que c'est une philosophie politique un peu vague ou un peu idéaliste. Oui, ben je peux essayer de répondre parce que. Alors, il y a deux réponses. Hein. La première, c'est que dans le livre, il donne beaucoup d'exemples historiques. Parce que je pense qu'il n'entre pas dans le débat politicien. Voilà, ça c'est la première idée. Maintenant, si on regarde les choses d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression, enfin, là où ce livre tombe juste, c'est que la question du débat est véritablement la question qui est posée aujourd'hui. Et on voit bien qu'à travers 1000 formes de contestation, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on bute sur ce que le peuple doit discuter ou pas discuter, on bute sur des institutions qui mélangent tout, etc. La distinction entre gouverner et diriger, c'est une distinction qui est fondamentale et qu'on peut appliquer. Oui, c'est sûr, mais justement sur la question, on se souvient du célèbre chapitre 15 ou 16 du traité politico-politique de Spinoza, dans lequel il dit, dans une bonne république, on a le droit de penser ce que l'on veut et de dire ce que l'on pense. Et en fait, ce principe de la liberté d'expression, comme on dit aussi, est au principe de nos sociétés occidentales modernes. Et chez les Américains, c'est le premier amendement. Hein, c'est pas du tout la même chose quand il s'agit de l'Europe ou de la France, du point de vue de la liberté d'expression. Et là, véritablement, nous serions intéressés à avoir mis en œuvre cette politique de débat dont il parle, oui. Sans se contenter de mots. Oui. Parce que, et c'est là aussi où peut-être on peut aussi critiquer, enfin bon, évidemment c'est purement
Oui. C'est vrai que la philosophie politique, on pourrait dire il y a au moins 2 ou 3 grandes périodes, la période antique et médiévale, la période moderne, et nous sommes à la fin de la période moderne, où quelque chose de différent semble se faire jour. Mais concrètement, l'idée de débat et de liberté d'expression, ça apparaît dans les démocraties occidentales modernes. Oui. Ce qui ne signifie pas, parce que ce qu'on peut savoir aussi, c'est que cette phrase de Spinoza, donc qui est au début du chapitre, le titre du chapitre 16, je crois, est reprise de Tacite. Et Tacite parle d'un certain empereur romain, je ne me souviens plus lequel, dans lequel il dit « Sous cet empereur, il était permis de penser ce que l'on veut et de dire ce que l'on pense. » Ce qui signifie que peut-être le bien politique, ou le relativement bon en politique, n'est peut-être pas lié à la présence nécessaire d'institutions démocratiques. Moi, j'ai l'impression quand même que ceux qui nous... Je regardais encore un débat hier soir où les concepts sont tellement mélangés qu'on voit bien que la question centrale de notre démocratie aujourd'hui, c'est comment sont faites les institutions du débat public. Je pense que c'est un point d'achoppement et je crois que le lieu de la crise aujourd'hui, c'est celui-là, il me semble. Oui, moi je crois que ce livre, vous disiez qu'il est 2019. Oui. Hein, voilà. Dans ce qui est de l'ordre du débat et du débat populaire, au sens noble du terme, pour moi il y a la question de la vérité, en fait, et de la vérité au sens factuel du terme. Oui. Il me semble qu'au-delà de, quand vous disiez tout à l'heure on bute sur les institutions, il me semble qu'on bute aussi sur la vérité des mots et sur l'exemple presque évidemment le plus facile, hein, c'est l'histoire de Trump qui dit non, j'ai gagné quand il a perdu. Et donc quand un peuple entier effectivement vient dire à un moment donné quelque chose qui est une contre-vérité, c'est factuel, enfin voilà, on ne peut pas discuter sur des chiffres par exemple, sur voilà. Et quand on en vient à contourner un mot, une vérité, un positionnement, un langage, pour dire en fait, c'est plus que la question du déni. Et du coup, comment on fait débat public, comment on fait le commun, quand ce commun est quelque chose qui du coup n'a plus de sens au sens de la vérité même du mot et de la pensée. Oui. Je crois que c'est... Alors, cette question, j'ai pas l'impression qu'elle est abordée. Peut-être c'est trop tôt dans le... Oui, c'est un petit peu trop tôt dans le temps, peut-être. Oui, mais effectivement, quand on est dans un chaos tel que celui dans lequel on vit, un chaos informationnel, hein, c'est tout simple, hein, effectivement, il y a des inquiétudes à avoir. Parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est faux. Mais c'est comment débattre, en fait. Après. Et comment débattre oui, après. C'est ça. Oui. Donc il y a tout un travail à faire pour peut-être dans le cadre d'institutions du débat, de se mettre d'accord au préalable sur ce qu'on entend être vrai. Mais moi je constate quand même en lisant les journaux, en écoutant les émissions, que bien souvent on est confronté à des vérité entre guillemets, quoi. Vérité entre guillemets, quand on passe d'une chaîne à l'autre, on n'a pas la même vérité, quoi. C'est là où il faut distinguer la sphère du débat proprement dit, et après tout, c'est pas comment discuter avec les gens, la question c'est juste débattre. Parce que débattre, c'est accepter le dialogue. Le problème, c'est que dans la sphère politique, et c'est vrai dans les sphères individuelles, on semble aujourd'hui s'éloigner d'une culture du débat intelligent. Mais la seule solution à la question que vous posiez, c'est le retour au débat intelligent. C'est-à-dire, je dis quelque chose, bon ben, prouve-le, donne-moi les arguments, et on confronte, et à force de confrontation, ben, quelque chose peut apparaître. Mais le défaut aussi de l'idée de la démocratie comme un idéal,
c'est que ça occulte la réalité inéluctable, en fait, du conflit à l'intérieur des sociétés humaines. Ah ben oui, mais le conflit est inévitable, ça c'est sûr. Ben oui, sûr. Quand on se met dans la perspective de l'idéal, ce qui est caractéristique par exemple du mouvement, hein, eh bien, à ce moment-là, on n'avance pas, finalement, hein, ou on reste dans le vague. Disons que la question de la vérité que vous posez, ça ne simplifie pas le problème. Ah oui, mais c'est la question du philosophe aussi. Le philosophe cherche la vérité. Oui, mais non, mais jusqu'à présent, on pouvait débattre de vérité. Aujourd'hui, on n'a même plus le socle de la vérité, quoi. Je crois que là, on dit chacun sa vérité. Oui, mais ça, on ne peut pas. On est perdu dans... Non, mais c'est pour ça que je pense que la grande distinction qu'il faut faire, c'est entre gouverner et diriger. Et donc là, c'est la voix du peuple qui doit diriger, quoi. C'est pas autre chose. Et oui, mais la voix du peuple, qu'est-ce que c'est? Qui est le peuple? Le peuple, c'est toujours des... Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire que le peuple, c'est les élections. Hein. Je pense qu'on peut pas aller plus loin que ça. Et ensuite, la question du gouvernement, c'est de dire comment on va appliquer les décisions du peuple. Oui, voilà. Le peuple, c'est le gouvernement, mais bon, je sais pas, même nos gouvernants actuels, notre président de la République, il a été élu, même au niveau du vote, avec 10 ou 20%. Oui, des mais est-ce qu'il a été élu pour commander ou est-ce qu'il a été élu pour excusez-moi, est-ce qu'il a été élu pour commander ou est-ce qu'il a été élu pour gouverner? Les institutions... Et non, mais le problème, il est aujourd'hui qu'il y a une confusion entre ces concepts. Merci beaucoup. Merci.